Voilà. Merci Madame Michon pour cette très très belle communication. Mon nom est Sylvie Carbonel, je suis sociologue et j'accompagne, je mène de la recherche-action et j'accompagne des projets en Belgique qui sont supposés mettre sur pied des projets de planification anticipée, donc ce qu'on appelle l'Advanced Care Planning. Et je suis évidemment, en tant que sociologue, assez confrontée justement à ce paradoxe de l'anticipation. Je n'ai malheureusement pas été présente à la journée de mardi où je pense M. Xil a déjà abordé cette question. Mais donc je voudrais vous demander, par rapport à ce que vous venez d'exprimer, ce que vous pensez justement de cette planification anticipée des soins, c'est-à-dire véritablement à cet encouragement, cette impulsion qu'auraient les équipes à amener les patients à se projeter dans un futur où ils ne seraient plus capables d'exprimer leur volonté. Ce qui paraît évidemment assez violent et donc assez contradictoire avec ce que vous avez l'air de soutenir et ce que je partage, un soutien dans le présent. Voilà, il me semble qu'il y a là effectivement une tension très forte. Alors, je comprends tout à fait votre question, parce que pour avoir travaillé 10 ans en Suisse, j'ai été confrontée aussi à cette planification des soins, qui est certainement très positive, dans la mesure où ça part d'une volonté d'autonomie de la personne. Il faut être attentif, à mon avis, à certains dangers de ne pas l'enfermer dans cette anticipation, c'est-à-dire que ce sont des choses... Alors, c'est bien dans la mesure où ça libère la parole autour de questions qui peuvent être tout à fait tabous. La perte d'autonomie, qui me prendra en charge quand je ne serai plus capable de le faire, c'est bien de pouvoir libérer cette parole. Mais il faut toujours rester très attentif à prendre en compte tous les acteurs. Bien sûr, la personne au centre, c'est naturel, mais quand on met en jeu cette planification des soins, on s'aperçoit que quelquefois, la personne est quand même un peu oubliée. C'est-à-dire tout se met en jeu autour d'elle. Elle est bien dans ce qu'on appelle, en tout cas en Suisse, je ne sais pas ici en France, mais l'encadrement à domicile. C'est un encadrement soutenant ou c'est un encadrement quelquefois trop restrictif? C'est une question qui peut se poser dans certaines situations. Donc c'est vraiment pour moi tout un travail d'ajustement, d'accompagnement, et qui est dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir ne pas fermer cette parole définitivement, pouvoir continuer à l'élaborer dans l'accompagnement et à plusieurs voies. Une question pour reprendre le point qui a été soulevé par Perrine auprès de Franck Semas sur la constitution des groupes témoins et la comparaison des images. Alors, il est possible que tu ne puisses pas donner une réponse immédiate sur exactement toute la méthodologie, mais néanmoins, moi aussi, je suis frappée par deux choses. La première, c'est que, effectivement, je ne suis pas sûre qu'il y ait une transparence complète, justement, sur la constitution de ces bases de données. Et donc, est-ce qu'il y a quelque part un endroit où on peut savoir comment ces bases de données ont été constituées? Est-ce que ces témoins, on peut avoir une idée? Est-ce que c'est des vrais témoins, des vrais représentants de la population générale? Combien ils étaient? À quel moment ils ont été constitués? Parce que le fait d'avoir des images pathologiques est complètement défini par rapport aux images des témoins, entre guillemets, normaux. Donc, si cette base de données, et la manière dont la base de données et les témoins sont recrutés, et les images réalisées constituent complètement ou définissent complètement les résultats. C'est une très bonne question. C'est une des questions d'actualité, c'est-à-dire de la validité de ces bases de témoins. Il faut quand même penser qu'il y a 10 ans, rien n'existait. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des bases de témoins
de petite taille qui dépendaient de chaque service. Chacun faisait sa base de témoins. Est-ce que c'était mieux? Je ne suis pas sûr, parce que comment étaient constitués les témoins? Je veux dire, moi, j'avais travaillé dans un autre centre de recherche avant où on constituait notre base de données de témoins. Et qu'est-ce que c'est qu'un sujet sain? C'est une vraie question, puisque ça reprend une question d'éthique qui a été abordée tout à l'heure. Pour avoir vu énormément d'examens d'imagerie, en particulier IRM, de volontaires sains, je ne vous raconte pas le nombre de lésions, bénignes ou pas bénignes, que j'ai pu voir. L'atrophie de l'hippocampe, dont beaucoup ici pensent que c'est une donnée très intéressante. J'ai quand même vu un certain nombre d'étudiants en médecine avec des atrophies de l'hippocampe. Je pense que ce qui est important en imagerie, c'est d'avoir du recul sur ce que l'on fait. Le recul, c'est essentiel. Et ce n'est pas un imageur qui va vous dire il a une atrophie de l'hippocampe, donc il a une maladie d'Alzheimer ou une épilepsie du lobe temporal ou une encéphalite limbique. Bien au contraire. Je pense que l'imageur, son rôle, ça sera de vous dire voilà, il y a une atrophie de l'hippocampe. Après, vous faites comme vous voulez. Mais je me souviens d'étudiants en médecine. Certains sont devenus d'ailleurs professeurs des universités avec une atrophie de l'hippocampe. Je me souviens de lésions qui ont été détectées aussi chez des volontaires sains, et heureusement qu'elles ont été détectées, puisque finalement on était dans le diagnostic précoce, extrêmement précoce, d'une affection qui était grave et qui a pu être traitée grâce à la détection en tant que volontaire sain. Donc les choses ne sont pas si simples. Alors, la vraie question de la population contrôle, c'est ce que l'on demande aujourd'hui. C'est-à-dire on demande une visibilité sur ces bases de données qui sont des bases de données internationales, puisque beaucoup sont issus des études de développement de nouveaux traceurs. Donc je pense que plus on va avancer vers le développement de nouveaux traceurs, plus cette bonne question va être posée dès le départ, et la constitution de bases de données va se faire dès le départ. Et on a la chance aussi, dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, d'avoir les précurseurs, en particulier aux États-Unis, avec la base de données ANI, des grosses bases de données, enfin de la philosophie générale. Non, mais c'est la philosophie générale, c'est quelque chose qui n'existait pas. On peut critiquer la base de données comme elle est faite, bien sûr. On peut critiquer les patients qui sont dedans. Mais il y a 10 ans, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, il y a ça. C'est rentré dans une philosophie générale où les gens sont convaincus que c'est important. Les cohortes, Carole, c'est quand même pas à toi qu'il faut convaincre, qu'il faut faire des cohortes et les faire bien. Et c'est ce qu'on essaye de faire en France. Il y a eu des organisations qui se sont mises en place justement pour que les bases de données d'imagerie soient de très bonne qualité en France, avec des fantômes qui passent dans des procédures techniques qui font que toutes les machines sont évaluées. Et donc, je crois que c'est l'avenir. Alors, pour répondre vraiment à cette question, a-t-on confiance dans ces bases de données? La réponse est oui. Elle est oui, parce qu'elle est validée par notre expérience et puis par ce que l'on sait de ces témoins. C'est-à-dire, globalement, c'est probablement insuffisant comme données sur ces témoins, mais ils sont extrêmement nombreux, ils sont par tranche d'âge, ils ont tous été évalués. On a une évaluation cognitive de ces patients. Ça pose le problème de la normalité, mais on a beaucoup évolué rien qu'en 3-4 ans. Et l'image que vous avez derrière est vraiment le témoin d'une base de données internationale qui a été construite lors du développement du florbétabène sur des centaines de volontaires sains, dont on a les données neuropsychologiques, les données d'IRM et les données d'imagerie. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. On ne va pas continuer à discuter sur comment on choisit une population témoin, mais disons qu'une des réponses qu'on aimerait avoir, c'est effectivement l'effectif. Une population témoin, effectivement, il faudrait définir qu'est-ce que c'est que les sujets, entre guillemets, sains, mais parmi eux, il faudrait avoir l'assurance qu'il y ait une forme de représentativité, c'est-à-dire de tirage au sort. Or, en fait, on n'aura jamais ça complètement, donc on aimerait bien savoir si l'écart par rapport à ce groupe-là sous-estime les lésions ou les surestime. Et on peut comprendre que parfois, dans le développement industriel, et je ne fais pas du tout, je n'ai pas de préjugés, mais on peut comprendre que dans des développements industriels, on a envie de faire aller l'écart dans un sens plutôt que dans un autre. Et donc, ma question, elle est simplement exactement ce que tu dis, c'est-à-dire d'avoir une idée claire sur la manière dont cette population qui sert de groupe témoin
et qui va permettre de poser des diagnostics ou de mesurer des écarts a été constitué de manière transparente. Et de ce point de vue-là, tu as bien répondu. Alors après, est-ce que c'est convaincant ou pas que c'est la bonne population? C'est encore toute une discussion sans doute très longue. Parce qu'il faut aller plus loin que ça. Quel est l'objectif de cette imagerie? Est-ce que l'objectif est de différencier des gens normaux de gens qui ont une pathologie amyloïde? Probablement pas dans la constitution de ces bases de données, puisqu'on sait très bien qu'on peut tout à fait avoir des plaques et être un sujet normal et vivre normalement sans jamais de développer de maladie. C'est probable aujourd'hui quand même, ce genre de choses. Il faut penser que les bases de données témoins, elles n'ont pas été conçues pour ça. Elles ont été conçues pour répondre à la question qui était posée, qui n'est pas une question du diagnostic du maladie d'Alzheimer. Certaines personnes pensent ça, mais je vous l'ai déjà dit, les imageurs ne pensent pas ça. La base de données, elle est construite pour voir est-ce qu'on peut retrouver des patients qui ont des plaques amyloïdes versus des patients qui n'en ont pas. Donc l'objectif des bases de données, c'est d'avoir des grandes cohortes de gens qui n'ont pas de fixation, qui n'en ont pas. À la limite, quelle que soit la façon dont ont été réalisées ces bases, ce sont des gens qui n'ont pas de fixation. Donc on compare des gens qui n'ont pas de fixation à des gens qui ont une fixation pour savoir si leur fixation est significative ou pas. Et je pense que c'est une autre type de question et elle est plus intéressante, peut-être pas dans le domaine du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, on est d'accord, peut-être pas, mais c'est un vrai sujet. Juste pour peut-être clore un peu les choses, c'est que vous ne parlez pas tout à fait de la même chose. Ce que demande, c'est juste des aspects méthodologiques, parce que comme ce que tu nous as montré, moi j'ai eu la même réaction, tu as montré les images d'interprétation de cette personne qui avait ces troubles avec cet hypométabolisme, en disant, ben voilà ce que ça donne par rapport, en fait c'était un calcul différentiel, par rapport à la moyenne des autres. Donc quand on se compare par rapport à une moyenne, on se demande comment a été montée cette moyenne. Si c'est une moyenne d'Alzheimer, c'est un problème. Si c'est une moyenne de sujets normaux, c'est aussi un problème. Donc dans les deux cas, c'était juste ça. Or, ce qui nous manque, et dont on s'est aperçu quand on a monté le CATI, c'est que ne serait-ce que la mesure de l'appareil elle-même pose un problème par rapport à sa standardisation, d'où l'utilisation des fantômes et autres. Donc c'est pas tellement le fait... Mais je pense que ça élargit, c'est l'exemple sur l'imagerie, mais c'est vrai pour la génétique. Ne croyez pas que par A ou B, je vous dis, vous êtes génotype ceci ou génotype cela. Quand vous verrez la façon dont on fait un scan complet à partir des puces, c'est des interprétations de fluorescence statistique. Il y a des erreurs, il y a des polymorphismes qui ne marchent pas. Et un des gros problèmes de ces aspects sur Internet, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de qualité. Et que certaines de ces sociétés font 30 à 40% d'erreurs. Et quand vous allez... Je vais prendre juste une erreur, je prends toujours cet exemple, parce qu'autant sur la maladie d'Alzheimer, on ne se pose pas de questions. Enfin, on se pose des questions au gène du coureur de fond, de marathon, etc., pour ceux qui courent. Rien que de faire savoir si votre père est bien votre père. D'accord ? Donc voilà, ça vous donne déjà ce type d'information. Elle est claire, elle est simple, mais il peut quand même y avoir des erreurs. Je vais prendre un autre exemple. Dans nos bases de données d'études statistiques, on a rejeté sur à peu près 78 000 personnes, on a rejeté 150 dossiers parce que le sexe qui était marqué dans le dossier n'était pas le même que celui qu'on détectait génétiquement. Voilà. Donc déjà, rien que de poser la question, ça amène un peu de relativité à tout ça, sans rejeter absolument grand-chose. Et dernier point, je pense que tu as raison, l'AMM David est très intéressante, il parle de rien, il dit juste on mesure la densité amyloïde, point, c'est tout. Et après, tu l'interprètes dans un certain contexte avec d'autres éléments. D'autres questions sur cette session? Si je peux revenir là-dessus, c'est très intéressant parce ça a été montré exactement de la même façon sur le LCR avec la variabilité dans les tests. Et ce que l'on voit aussi, c'est que dès qu'il y a une analyse statistique qui est faite sur les données d'imagerie, les résultats sont beaucoup plus restreints qu'une analyse visuelle. C'est-à-dire que la puissance n'est pas suffisante pour montrer la même chose. L'analyse visuelle montre en général des régions beaucoup plus étendues que l'analyse statistique. Mais donc, de toute façon, on va dans ce sens-là. Alors, il faut aussi se méfier parce que quand on va, par exemple, dans le CATI, on va aller comparer chaque machine. Alors, on va avoir des différences tout le temps. Mais alors, la question, ça va être sur des grandes populations. Est-ce que ces différences sont très importantes ou elles ne sont pas très importantes? Elles ont une certaine importance. Il faut être aussi raisonnable dans ce que l'on fait. À plusieurs reprises, il a été question de la faible implication des médecins traitants. Il me semble que le plan Alzheimer, et Madame pourra me dire, prévoyait justement une consultation longue
Et cette mesure, je crois, est même mise en œuvre, mais semble-t-il peu pratiquée. Est-ce que c'est par manque d'information auprès même des médecins traitants? Oui, je pense que madame, c'était moi. Non, enfin, effectivement, ça a été vraiment une vraie préoccupation, je vous l'assure, dès 2008, d'impliquer les médecins généralistes, hein, même si, vous l'avez peut-être dit, les 2 précédents jours, le diagnostic est posé par un médecin spécialiste, neurologue, gériatre ou psychiatre. Mais il est évident que le patient va être suivi par son médecin généraliste. D'où notre préoccupation d'intégrer les médecins généralistes. Alors je vous avoue que lorsque nous avons rédigé les recommandations annonces diagnostiques en 2009, nous avons souhaité intégrer le collège des médecins généralistes, parce qu'il était évident qu'on ne pouvait pas écrire sans eux. Et je vous avoue qu'ils ne sont pas venus, malgré nos invitations répétées, d'où notre idée de dire comment on fait pour les intégrer. On ne peut pas faire un plan Alzheimer et en laissant de côté les médecins généralistes. D'où notre idée de cette visite longue que vous avez évoquée, qui a été mis en place. Alors, je vais dire que c'est un succès assez mitigé. Pourquoi? Alors, effectivement, c'est une visite longue. Donc, ce que l'on souhaitait, c'est que les médecins aillent au domicile annuellement du patient pour voir le patient dans son environnement, y compris de voir son aidant. Pour nous, cela nous paraissait important. Donc, il y a une valorisation, je crois que c'est 56 € la visite longue. Et je crois, mais là, si on est filmé, mince, bon, on coupera. Non, moi, quand on a travaillé avec la CNAM, j'avais dit attention, si on permet cette visite longue dans les EHPAD, on risque d'avoir une dérive, parce que l'EHPAD étant considéré comme un domicile, les médecins généralistes peuvent faire, je vais être un peu mauvaise, mais peuvent faire un peu à la rotative des visites longues. Or, ça n'a aucun intérêt de faire une visite longue dans un EHPAD. Autrement dit, ce n'est pas un grand succès. Voilà. Alors, je n'ai pas les chiffres, hein, si ça vous intéresse, je pourrais vous le dire, mais franchement, ce n'est pas un succès, alors que c'était pour nous une accroche qui aurait pu être intéressante. Les médecins semblent peu informés de cette mesure. Et effectivement, les médecins, en dépit des informations de l'assurance maladie, font peu appel à cette visite longue. Fabrice? Je voudrais vraiment remercier et la présidente de session et les 3 orateurs qui ont... J'ai mon ordinateur sur les genoux qui a chauffé, j'ai les poignets qui ont pris des notes sur vos 3 interventions. Je voulais simplement reprendre sur ce qu'a dit Sylvie Carbonel en réaction à l'intervention d'Agnès Michon, dont on a tous apprécié, comme celle d'hier d'ailleurs, la finesse, parce que de l'annonce diagnostique, on parle beaucoup, c'est un sujet difficile et un peu casse-gueule, et elle a eu le courage d'y aller. Et alors sur cette question des directives anticipées ou de l'anticipation de l'avenir, qui ne se réduit pas aux directives anticipées, je pense que j'ai été très sensible, vous me direz si c'est ça que vous vouliez dire, mais que d'une certaine façon, il faut rassurer un petit peu sur le futur pour être serein dans le présent. Et du coup, la finalité de la planification anticipée des soins que vous, en Belgique, vous nommez, je trouve, beaucoup... On pourrait discuter sur planification, mais vous avez en tout cas la préoccupation de nommer un peu mieux que nous et de ne pas restreindre à arrêt ou limitation de traitement en fin de vie. Voilà, c'est beaucoup plus large que ça et ça implique l'ensemble de la prise en soin ou de l'accompagnement futur. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur ces questions il y a plus de 10 ans et que j'aimerais bien nommer ici, c'est Madame Pancrazi. Qui avait fait une étude et qui avait essayé de dire, au moment des premiers débats sur l'annonce diagnostique, elle avait montré que les questions sur le futur n'étaient pas des questions « est-ce que je vais devenir fou, quand est-ce que je vais mourir ?», que c'était des questions du type qu'est-ce qui se passera pour l'argent ? Qu'est-ce qui va se passer si mon conjoint disparaît ? Est-ce que je dois me rapprocher de mes enfants et déménager ? Et donc, il y a effectivement, moi je l'ai dit et je l'ai écrit, je l'ai cru, que la finalité de cette planification anticipée, c'était une affirmation de l'autonomie. Et on m'a rétorqué à juste titre qu'il y avait une injonction à l'autonomie et que c'était surtout pour rassurer ceux qui auront à prendre des décisions plus tard, sans éclairage. Et quand on a travaillé avec ça, Emmanuel était partie prenante dans Alcove sur les directives anticipées. Les gens de Belgique, mais des Pays-Bas aussi, de Finlande aussi, nous ont dit il y a une préoccupation de qualité de vie aussi. C'est que ça, et Alzheimer Europe l'avait dit aussi, c'est-à-dire que c'est aussi une manière, quand c'est bien fait évidemment, ça peut être très mal fait, mais ça peut aussi rassurer sur le présent. Et donc il
nécessairement de contradiction entre parler de l'avenir. On peut réussir à le faire, ça peut débloquer un peu la parole, mais il n'y a pas de contradiction entre vivre au présent et penser un peu à l'avenir. Et je pense que vous tous, vous pouvez être là et écouter attentivement les orateurs de qualité que vous avez eus cet après-midi, parce que vous savez à peu près où vous allez dormir ce soir. Vous n'avez pas de souci sur le fait que vous allez probablement avoir un dîner et que vous allez possiblement le choisir. Et donc, il faut être un petit peu rassuré sur le futur pour pouvoir vivre le présent. Ce que les gens disent, on veut vivre le moment présent, vivre au jour le jour. Mais pour vivre au jour le jour, il faut être un tout petit peu rassuré sur le futur et l'anticipation de l'avenir, ou en tout cas l'évocation de l'avenir est très 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 importante, et je vous remercie beaucoup de l'avoir abordé dans ce cadre-là. Merci. On va laisser la place. Merci à toutes et à tous.